Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un exercice type prépa concernant les endomorphismes nilpotents. Donc l'exercice, il est le suivant. On prend U, un endomorphisme de R3N, qui est nilpotent d'indice 3. Alors on a juste comme information que U3 est égal à 0 pour l'instant, mais on voit que le rang de U2 est égal à N dans l'énoncé. Du coup on peut en déduire l'indice de nilpotence de U. Et on nous demande la dimension de l'espace vectoriel des commutants de U. Donc voilà, on y va pour la résolution. Donc la première chose qu'on remarque, donc c'est un endomorphisme nilpotent. Donc on va essayer de regarder du coup les noyaux emboîtés, qui sont la structure de base pour comprendre un petit peu les endomorphismes nilpotents. Donc ici, si on regarde, qu'est-ce qui se passe? Et si on cherche la dimension de ces différents noyaux, on voit qu'il nous manque une information de dimension. Alors ici, par exemple, on sait que ici c'est R3N, donc c'est dimension 3N. On connaît la dimension de car du noyau de U2 à cause du théorème du rang. Et ce qui nous manque, c'est ker de U. Okay, donc le théorème du rang nous donne, donc pour le théorème du rang, okay, ça nous donne du coup que le ker, le noyau de U2, est égal à N. 2N, pardon. Okay. Donc là, j'utilise que rang de U2 est égal à N. Donc voilà. Donc finalement, on recherche la dimension de ker de U. Donc on va la noter D, dim de ker de U. Et on a déjà que D est de dimension supérieure à 1, puisque c'est un endomorphisme nilpotent. Donc on a déjà que D est entre 1 et 2N, puisque 2N c'est la dimension de ker de U, du noyau de ker de U au carré. Et donc l'imbrication nous donne que cette inégalité. Alors on va essayer de faire mieux, et de déterminer D un petit peu plus, avec un peu plus de précision. On va regarder l'application U elle-même, qui part de R3N, et on va le regarder comme une application qui va dans ker de U au carré. Donc effectivement, si je prends un X qui est dans Rn, U de X, il sera dans le noyau de U au carré. Donc ça, c'est réaliser ça, c'est déjà une bonne étape. Ça va nous permettre d'appliquer le théorème du rang. Ici, ici, on va l'appliquer comme une inégalité parce que, comme dit, on ne connaît pas la dimension de l'image, mais on connaît juste l'espace d'arrivée, mais on ne connaît pas l'image de U. Donc, on a du coup l'inégalité suivante, 3n, donc la dimension de l'espace d'arrivée, de départ, pardon, est inférieure à la dimension de l'espace d'arrivée, okay, plus la dimension du noyau. Alors, dimension du noyau, c'est ker de U. Okay. Donc, je répète ici, l'inégalité, elle vient du fait que, donc, dans le théorème du rang, on a une égalité avec, donc 3n est égal à la dimension de l'image de U plus la dimension du noyau de U. Mais la dimension de l'image de U est plus petite que la dimension de l'espace d'arrivée. Du coup, on a cette inégalité.
Donc ça, on va l'écrire avec les données. Donc 3n est inférieur à 2n plus d. Donc, finalement, on n'a que d, et d est supérieur à n. Donc c'est pas mal. Donc d est finalement compris entre n et 2n. Est-ce qu'on peut faire mieux? Oui, on peut faire mieux. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer avec cette application U, et on va la composer avec la projection sur le quotient donc R de U carré, quotienté avec R de U. Okay, on rappelle qu'R de U est dans R de U carré, il est inclus dans R de U carré. Donc on peut regarder cette application composée. Donc il y a X de... alors ici c'est 3n, associe U de X, et ici on associe la classe dans le quotient. Alors, si je cherche le noyau de l'application, c'est quoi? La question c'est U pi en U, donc voilà. Donc ça c'est quoi? C'est les X tels que U de X appartiennent à Ker de U. Okay. Et comment je peux réécrire ça? Là c'est les X tels que U de U de X est nul. Et bien ça c'est le noyau de U carré. Donc finalement, d'après le théorème du rang, qu'on l'utilise toujours sous forme d'inégalité, on a 3n est inférieur à la dimension de l'espace d'arrivée. Donc c'est quoi l'espace d'arrivée? C'est R de U carré quotienté avec R de U, espace quotient, donc, cet espace quotient, plus la dimension du noyau de l'application qu'on a regardé, donc la dimension de R de U au carré. Et du coup, ça nous donne quoi ici? Ça nous donne 3n inférieur à 2n moins d plus 2n. Okay, donc 3n est inférieur à 4n moins d. Finalement, d inférieur à n. Alors on avait tout à l'heure que d était supérieur à n. Donc on a finalement d est égal à n. Alors c'est pas mal parce que on a quand même une information sur le noyau de U. Et on va pouvoir continuer en essayant d'avoir plus d'informations sur cet espace de commutant. Alors on va essayer, pour faire ça, on va essayer de se placer sur une bonne base appropriée qui va nous permettre de représenter notre endomorphisme par une matrice qui sera intéressante pour calculer l'espace des commutants avec U. Alors, ici, ce qu'on va choisir, donc on fait toujours, c'est un petit peu toujours la même chose pour les endomorphismes nilpotents. Si j'ai R 3n, je vais déjà regarder R de U carré plus un supplémentaire. Okay, donc un somme direct. Okay, et puis on va choisir du coup une base du supplémentaire. Donc E1, En. Donc on n'oublie pas un quart de U au carré de dimension 2n. Donc S est de dimension n. Une base de S.
Alors, ce qu'on peut remarquer, on va remarquer U de 1 U de n, c'est contenu dans le noyau de U carré. Si j'applique U carré à ces vecteurs, ça me donne du coup 0. Mais c'est évidemment pas dans le noyau de U. Si vous appliquez U ici, U2 de U1 de UI n'est pas dans le noyau de... n'est pas égal à 0, puisque E1 jusqu'à En, c'est une base de S. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire en plus de ça? Eh bien, je peux remarquer en plus que c'est libre, tout ça. Donc, c'est un système libre. Donc, on suppose le contraire. Donc, le contraire. C'est comme toutes les démonstrations de ce genre. Hein. On suppose le contraire. Il existe donc alpha 1, alpha n des réels tels que somme des alpha i u de i est nulle. Okay. Donc, ce qui implique que U de somme de lambda i ei est nul. Or, lambda i ei appartient à S. Okay. Et S inter ker de U est égal à l'élément nul, puisque ils sont en somme directe. Okay. Donc, ker de U est inclus dans ker de U carré. Okay. Et du coup, ker de U est en somme directe aussi avec S. Okay. Donc ça implique du coup que... Donc on a finalement que les lambda i sont nuls. Donc je regarde la même chose, je regarde le système U1 U carré En, pardon, U carré E1, U carré En. Donc ça appartient bien à ker de U, là. Okay. C'est bien non nul. Chaque élément est non nul. Et c'est un système libre. Alors vous voyez bien que c'est libre, parce que justement, quand on va faire la démonstration de la même façon, là, qu'on a faite juste en haut, vous voyez bien ici que la somme des lambda i ei appartient à S, et donc, lorsque je vais appliquer U carré là-dessus, ça ne va pas me donner 0, à part si les lambda i sont tous nuls. Donc c'est un système libre, un petit peu pour les mêmes raisons que précédemment. Et on a dit que donc c'est un système libre de n éléments. Donc, c'est une base du noyau de ker de U. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on a? Mais le ker de U carré, je peux le casser en deux. Donc, l'écrire comme ker de U plus... si vous remarquez bien ici, on va bien pouvoir compléter avec E1 jusqu'à
U de En. Et on aura bien dimension 2n, puisque du coup, finalement, les UE1 jusqu'à UEN, le sous-espace engendré, ça va être un supplémentaire de Ker de U. Dans Ker de U2, donc on a ça comme ça. Donc là, quand je regarde ça, je vais pouvoir écrire ma matrice dans cette base-là. Donc on note B, la base associée à cette décomposition. On va prendre B, ça va être du coup la base E1, En, UE1. Ça change pas tellement grand chose, mais bon, ce sera plus joli. Voilà. Un petit peu comme on les a trouvés. Voilà. Donc, on continue. On va essayer d'exprimer du coup la matrice de U dans cette base. Donc la matrice de U, ça va avoir 3 niveaux qui vont correspondre aux 3 moments de la base ici. Donc ma matrice de U, elle est comme ça. Et maintenant, c'est facile de regarder un élément qui commute avec cette matrice. Donc je vais l'appeler U, grand U, cette matrice. Donc V appartenant donc, au commutant de U. Et A, on va dire que du coup c'est la matrice dans cette base de V. Voilà. Alors on fait la multiplication des matrices A et U. Okay, donc le but c'est de faire ça. Donc ici, si je fais la multiplication de A par U ici, donc je peux voir, alors là ici, il faut se rappeler un petit peu des règles, mais si U est à droite, donc U agit sur les colonnes. Okay, donc on va agir sur les colonnes. Donc qu'est-ce qui va se passer ici? Donc la dernière colonne, elle est nulle. Ici, normalement, je dois avoir du 0. La deuxième colonne, dans la deuxième colonne, on va trouver la troisième colonne. Alors vérifiez, hein, donc 1, 2, 1, 1, 3, pardon. 1, 2, 3, et 1, 3, 3. Et dans la première colonne, on va trouver la deuxième colonne. Donc ici, je vais avoir 1, 2, 1. 1, 1, 2, pardon. 1, A, 2, 2. Et A, 3, 2. A, 1, 2. Donc là, U maintenant agit sur les lignes de A. Et donc la première ligne est nulle. La deuxième ligne, donc dans la deuxième ligne, je retrouve la première ligne. Et dans la troisième ligne, je retrouve la deuxième ligne. Donc dans la troisième ligne, je retrouve la deuxième ligne. A2, 1, A2, 2, A2, 3. Donc on a UA qui est égal à AU. Donc ça implique quoi?
Vous voyez, vous avez déjà donc A1, 2, A1, 3 et A2, 3 qui sont nuls. A1, 2, A1, 3 et A2, 3 qui sont nuls. A1, 1 qui est égal à A2, 2 et A2, 2 qui est égal à A3, 3. Donc, et on a encore A2, 1 qui est égal à A3, 2. Donc A2, 1 qui est égal à A3, 2. Donc finalement, notre matrice A va ressembler à quelque chose comme ça. Et du coup, on a que l'espace des commutants de U est isomorphe à Mn de R au cube. Parce que ça correspond au choix de 3 matrices de Mn de R. Donc la dimension, pour finir avec cet exercice, donc la dimension de Cu est égale à 3n au carré. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette petite vidéo.